mais il fabrique de la cocaïne pour l'envoyer aux États-Unis. Donc il faut qu'il fasse attention à ses fesses. Cuba est un sujet intéressant. Le pays ne s'en sort pas très bien. Le peuple souffre depuis de nombreuses années et je pense que le sujet de Cuba reviendra. Car il s'agit d'un pays qui est en échec, un pays qui est en faillite. C'est très grave. Et c'est en fait assez similaire. Nous voulons aider les personnes qui vivent à Cuba et les aider à retrouver une belle vie. Ce qui s'est passé au Venezuela, avec l'intervention militaire américaine, eh bien, c'était bien plus qu'une simple opération régionale. Non, c'était un véritable coup de semonce, un avertissement dont l'écho a résonné partout dans le monde. Et ça a complètement rebattu les cartes du jeu international. Ce qui est arrivé à Maduro pourrait arriver à d'autres. Quand Donald Trump prononce ces mots, ce n'est pas une menace à demi-mot, pas du tout. C'est une déclaration d'intention, limpide et brutale. Un message qui a été conçu pour être entendu très, très loin des côtes vénézuéliennes. Alors commençons par là, ce fameux avertissement au reste du monde. Il faut bien comprendre que l'administration américaine n'a pas du tout cherché à cacher son jeu. Au contraire, c'était une démonstration de force, pensée dans les moindres détails, pour marquer les esprits bien au-delà de la mer des Caraïbes. Et comme pour enfoncer le clou, il y a cette phrase de Marco Rubio. J'espère que maintenant, les gens ont compris que nous avons un président qui n'est pas là pour jouer. Voilà, c'est dit. Ça confirme que chaque geste était calculé. Le but, montrer que les États-Unis tenaient leurs promesses et que toute forme de défi serait tout simplement balayée. Maintenant, déplaçons-nous un peu et regardons l'effet que tout ça a eu sur le continent américain. Parce que si le message était mondial, l'épicentre du tremblement de terre, lui, était bien là-bas. Et les premières ondes de choc, elles ont frappé les voisins directs du Venezuela, créant un climat de peur et d'incertitude. Et attention, cette menace n'avait rien de théorique. La Colombie et Cuba ont été nommément désignés comme étant les prochains sur la liste. Pour les dirigeants de ces pays, la question n'était plus de savoir si ça allait arriver, mais plutôt quand. La réaction, évidemment, ne s'est pas fait attendre. La Colombie a immédiatement envoyé des véhicules blindés à la frontière. Et ça, ce n'était pas juste pour la forme, pour la photo. C'était une vraie préparation militaire face à une menace perçue comme étant sur le point de se concrétiser. Mais là où ça devient complexe, c'est que cette peur des gouvernements, cette crainte du retour de l'Amérique impériale, ce n'est qu'une facette de l'histoire. Car, pendant ce temps, une partie des populations complètement épuisées par des régimes qui les ont appauvries, eh bien, elles entendaient un tout autre discours. Elles entendaient la promesse de Trump « Je veux votre bien ». C'est ce grand écart qui a littéralement fracturé la région. Même le Vatican est entré dans la danse. Le pape a exprimé sa profonde préoccupation et il a appelé à protéger l'indépendance du Venezuela. Une prise de parole qui ajoute un poids moral et diplomatique énorme à la crise et qui montre à quel point la communauté internationale commençait sérieusement à s'inquiéter. Troisième point, la réaction de Pékin. La Chine, c'est un partenaire crucial pour le régime de Maduro. Alors, à première vue, sa réponse semble assez directe, mais en réalité, si on creuse un peu, c'est un véritable chef-d'œuvre de calcul stratégique. Le message officiel martelé par la télévision d'État chinoise La paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine est profondément choquée et condamne fermement le recours flagrant à la force par les États-Unis contre un État souverain et les mesures prises à l'encontre de son président. Ces actes hégémoniques des États-Unis constituent une violation grave du droit international, de la souveraineté du Venezuela et menacent la paix et la sécurité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Chine s'y oppose fermement. Chinoise. En fait, la stratégie de la Chine joue sur 3 tableaux. D'abord, bien sûr, protéger ses intérêts pétroliers. On parle de presque 600 000 barils par jour qui venaient du Venezuela. Ensuite, en martelant État souverain, Pékin envoie un message subliminal sur Taïwan, qui pour la Chine n'est justement pas un État souverain. Et enfin, c'est un avertissement à Washington. Ne venez pas mettre votre nez dans nos propres zones d'influence. Quatrième acteur majeur, Moscou. L'autre grand allié du Venezuela, la Russie, a eu une réaction très différente. Elle a décidé de convoquer les fantômes du passé, de faire des parallèles historiques pour imposer sa propre lecture des événements. La télé d'État russe s'est tout de suite mise à construire un récit, à faire le lien entre ce qui se passait au Venezuela et les anciennes interventions américaines. L'objectif était simple, montrer que ce n'était pas un cas isolé, mais simplement un nouvel épisode dans la longue saga de la déstabilisation menée par Washington. Et pour que le message passe bien, ils ont sorti les archives. D'abord, les images de la chute de Saddam Hussein en Irak, un souvenir très puissant associé au chaos et à la déstabilisation de toute une région. Et juste après, pour un choc visuel encore plus fort, ils ont enchaîné avec les images de la capture et du lynchage de Mouammar Kadhafi en Libye. Le message est d'une brutalité totale.
Voilà ce qui arrive aux dirigeants qui osent se mettre en travers de la route de l'Amérique. Et la conclusion de cette démonstration, elle est tirée par Dmitri Medvedev. Chaque pays doit renforcer ses forces armées au maximum pour empêcher les riches arrogants de faire la loi. C'est à peine un appel voilé à la résistance armée contre l'hégémonie américaine. On arrive maintenant à un autre aspect, peut-être plus surprenant de cette crise, la présence iranienne. Car sous la surface, il y a un acteur qu'on n'attendait pas forcément là, l'Iran. Et sa présence de longue date au Venezuela a fait de cette intervention américaine une confrontation quasi directe avec Téhéran. Et attention, on ne parle pas juste de relations diplomatiques. Des gardiens de la révolution iranienne étaient physiquement sur place. Ils travaillaient sur des transferts de technologie, notamment des drones. Et à ça, il faut ajouter des familles liées au Hezbollah, installées depuis des générations, qui servaient de relais à l'influence de Téhéran. Pour les États-Unis, ça, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Marco Rubio l'a résumé très crûment. Ils ont planté leur drapeau dans notre hémisphère, c'est inacceptable. En gros, la présence de l'Iran dans ce que Washington a toujours considéré comme son arrière-cour, c'était une provocation qui appelait une réponse musclée. Bon, alors après ce tour du monde des réactions, qu'est-ce qu'on doit retenir ? En fait, tout semble converger vers une seule et même idée. On assiste à l'émergence de nouvelles règles du jeu, ou peut-être plutôt à la fin des règles tout court. Au fond, cette intervention, c'était une façon de réaffirmer le vieux concept de sphère d'influence. Les États-Unis ont envoyé un signal très très clair à la Chine, à la Russie et aux autres. L'Amérique latine, ça reste notre précaré, notre territoire. C'est un peu le grand retour de la doctrine Monroe. La conclusion de beaucoup d'analystes est assez glaçante. C'est le retour de la loi du plus fort. On serait entré dans une nouvelle ère où la puissance militaire, la force brute, reprend le dessus sur le droit international et la diplomatie. Et ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Dans ce nouveau monde d'hommes forts, où chaque grande puissance semble vouloir délimiter son territoire par la force, quel message va finir par être le plus entendu ? Lequel va s'imposer ? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un événement qui a vraiment fait l'effet d'une bombe, une intervention militaire américaine au Venezuela. Et on va voir comment cette action en apparence locale a en fait déclenché une véritable onde de choc mondial qui a rebattu les cartes sur l'échiquier géopolitique. Et pour bien planter le décor, rien de tel que cette phrase de Marco Rubio. J'espère que maintenant les gens ont compris que nous avons un président qui n'est pas là pour jouer. Voilà, le ton est donné, pas vrai ? C'est clair, net et précis. On n'est pas dans la demi-mesure, c'est un avertissement lancé à la face du monde. Fini la diplomatie, place à la force. Alors pour bien comprendre toutes les conséquences de cette histoire, il faut d'abord revenir au point de départ, à l'épicentre, l'intervention elle-même. Et là c'est intéressant parce qu'il y a deux versions qui s'opposent. D'un côté, le récit officiel, celui pour le grand public. Et de l'autre, ce que les analystes, eux, lisent entre les lignes. La grande question c'est pourquoi ? Pourquoi intervenir ? Du côté officiel, l'argumentaire est bien rodé. On nous parle de combattre des usines de cocaïne, de venir en aide à un peuple qui souffre, bref, de répondre à un État qui serait en pleine faillite. Ça, c'est la version de la Maison-Blanche. Mais si on regarde ce que disent les spécialistes en géopolitique, le son de cloche est radicalement différent. Pour eux, l'opération militaire américaine à Caracas a prouvé que tout pays devrait renforcer ses forces armées au maximum et ne pas permettre aux riches arrogants de modifier le système constitutionnel. Vous êtes nombreux à penser que la guerre au Venezuela et au Moyen-Orient, c'est à cause du pétrole. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai pouvoir mondial, c'est pas le pétrole. C'est le système qui permet de le vendre, de le transporter et d'être payé. Et la Chine et les États-Unis se battent surtout pour contrôler ce système, pas les puits de pétrole. Finalement, c'est pas le pétrole qui compte le plus. C'est comment il est vendu et en quelle monnaie. Si le pétrole est vendu en dollars, alors le dollar reste puissant et les États-Unis continuent de contrôler le système financier mondial. Rappelez-vous, en 2000, l'Irak. L'Irak a voulu vendre son pétrole autrement. Ça représentait un danger pour les États-Unis. Voilà pourquoi il s'est passé ce qu'il s'est passé. Pareil pour la Libye. Et pareil aujourd'hui avec le Venezuela. Ce qui est en train de se passer, les amis, c'est beaucoup plus sérieux que vous ne l'imaginez. Croyez-moi, là, on rentre vraiment dans quelque chose de très sérieux.